C'est un nouveau tabou qui vient de tomber dans l'Union européenne. Les États membres vont acheter des armes ensemble, comme ils l'ont fait avec les vaccins contre le Covid. Des armes pour l'Ukraine, mais aussi pour remplacer tout ce qu'ils ont déjà livré à l'Ukraine. Parce que pour armer Kiev, les Européens, vous le savez, ont vidé leurs arsenaux. Quelles conséquences aura ce nouveau pas vers une plus grande intégration militaire des Européens? C'est le thème de notre débat européen ce soir. Et pour en discuter, nous avons invité deux spécialistes des stratégies de défense. Nicolas Grovereit, bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef du site Bruxelles 2, spécialiste de l'Europe de la défense. Frédéric Moreau est également avec nous. Bonsoir. Vous êtes chercheur avocat au barreau de Bruxelles, spécialiste aussi des questions de défense, auteur de Défendre l'Europe, plaidoyer pour une armée européenne. Comme chaque mercredi, Olivier Henrion est également avec nous. Deux petits mots pour commencer. Olivier, c'est quoi en fait cet achat d'armes en commun, cet achat groupé? Alors c'est une idée qui a été mise sur la table des dirigeants européens par la première ministre estonienne, Kaja Kallas. C'était lors du dernier sommet européen, en février dernier, un sommet auquel participait le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, durant lequel il est venu à Bruxelles demander des armes à ses alliés. Il demande des chars, des missiles, des avions de combat, mais aussi et surtout des munitions. Chaque jour, ce sont quelques 20 000 obus russes qui s'abattent sur leur tête en Ukraine. Et de son côté, l'armée ukrainienne en tire entre 5 000 et 7 000. Les Ukrainiens ont donc un besoin urgent d'obus. Et dans le même temps, vous l'avez dit, les arsenaux des Européens sont en train de se vider. Et donc cette semaine, les ministres de la Défense et des Affaires étrangères se réunissaient à Bruxelles et ils ont mis en musique l'idée de la première ministre estonienne. C'est ce qu'a annoncé lundi soir Josep Borrell, le chef de la diplomatie européenne. Que l'on écoute. Les ministres de la Défense et des Affaires étrangères se sont mis d'accord sur la proposition de fournir en urgence des munitions d'artillerie provenant de leur stock ou d'achats communs et d'augmenter ainsi nos capacités de production. Et pour cela, l'Union européenne va mettre 2 milliards d'euros sur la table. 1 milliard pour vider ce qui reste dans les stocks européens et un autre milliard d'euros pour les remplacer via des achats groupés, comme pour les vaccins. Des achats qui devront être faits auprès de l'industrie européenne de l'armement. C'est le 3e volet du plan européen qui veut renforcer la capacité de production des fabricants de munitions dans l'Union européenne. Alors, on va d'abord revenir sur cette notion d'achat groupé. Nicolas Grovereit, sur quoi vont porter ces achats exactement? De quoi parle-t-on quand on parle de munitions? Il y a plusieurs volets dans l'achat. Il y a un volet, ce qu'on appelle le volet court terme, qui est effectivement d'acheter les munitions dont ont besoin les Ukrainiens aujourd'hui, c'est-à-dire surtout les obus de 155, c'est-à-dire que les obus normes OTAN pour les équipements modernes qu'on envoie ou qu'on va envoyer à l'Ukraine, en sachant que le délai de production étant, ça sera pas immédiat, mais le but est de passer la commande avant le 30 septembre, ce qui est très court en termes d'armement, passer la commande et ensuite d'avoir des livraisons quasiment pas en temps réel, mais en gros dès le début de l'année prochaine, ce qui est très court puisqu'aujourd'hui les délais de livraison sont plutôt d'1 an. Donc on est sur une mécanique. Ce qui est intéressant, c'est que quasiment tous les États ont signé cet accord. Il y en a que 2 en fait qui n'ont pas signé. La Hongrie parce qu'elle s'estime neutre. Et la Bulgarie, parce qu'elle estime qu'elle ne produit pas ce genre d'équipement, etc. Mais tous les autres soit vont signer. Donc, c'est-à-dire que c'est tous les États qui rentrent dans cette mécanique d'acquisition en commun, dotée effectivement d'1 milliard d'euros par ce qu'on appelle la Facilité européenne pour la paix. Donc, on est sur une mécanique qui a jamais été usitée au niveau européen. Sur le montant, sur le type d'arme, parce que l'obus est ce qu'il y a de plus létal du létal. Enfin, on ne discute pas. Le but est en gros de tuer le maximum de Russes. Et l'urgence, c'est de fournir des obus aujourd'hui. Et l'urgence, c'est de fournir les obus. C'est pour ça que c'est découplé en 2 milliards. 1 milliard, en gros, pour déstocker tout ce que vous avez, vous pouvez le déstocker, ou les commandes que vous avez passées, vous les envoyez à l'Ukraine, et en gros, vous êtes remboursé. Donc, le principe du remboursement, c'est que vous êtes remboursé environ à moitié. Donc le milliard permet de rembourser 2 milliards et le 2e milliard permet d'acheter et d'envoyer également pour 2 milliards de munitions. C'est pour ça qu'on arrive globalement à 1 million de munitions. L'objectif, c'est d'envoyer 1 million d'obus dans l'année qui vient. C'est à la louche parce qu'on parle d'une moyenne, un obus selon qu'il est
très performant ou moins performant a une valeur différente. Mais ça veut dire qu'en fait, on va alimenter en partie l'armée ukrainienne avec du matériel européen et surtout du financement européen. Et ça s'ajoute à ce que feront les Britanniques, ça s'ajoute à ce que feront les Américains. Donc chacun, entre guillemets, prend sa part pour permettre de fournir aux Ukrainiens ce qu'ils peuvent. Frédéric Moreau, si on passe par des achats groupés, c'est parce que nos stocks sont vides aujourd'hui ? Il n'y a plus rien dans les arsenaux ? Non, je dirais pas ça. Si on passe par des achats groupés, c'est essentiellement... Enfin, le bénéfice des achats groupés, c'est essentiellement d'abord des économies d'échelle, donc une réduction des coûts, c'est-à-dire d'éviter de mettre le peu de producteurs européens d'obus en compétition, les États en compétition vis-à-vis de l'offre. Donc c'est vraiment une politique de la demande sans précédent en matière de défense. Et puis deuxièmement, c'est aussi d'assurer aux industriels de la défense des financements qui leur permettent de planifier la production de ces obus. Et donc c'est vraiment un effet masse. On duplique un petit peu ce qu'on a fait avec les médicaments. Ça c'est l'idée. Ça c'est l'idée précise. Il faut bien voir que pour fabriquer des munitions, des obus, il faut 3 éléments. Il faut un outil de production, c'est-à-dire des usines qui vont assembler les différents composants des obus, que ce soit les poudres propulsives, les poudres explosives, les aciers. Et ce sont des technologies de pointe. On n'invente pas une chaîne de montage en 2 semaines. Pour les obus les plus sophistiqués, vous avez dans certains obus autant de composants électroniques que dans un missile. Vous avez des obus, par exemple les obus Excalibur, fabriqués notamment par les Américains, valent plus de $100,000 par munition. Le bête obus de 155 mm, c'est 4 000, 5 000 euros. Donc il faut d'abord des outils de production. Il faut ensuite des approvisionnements, c'est-à-dire des poudres qu'on range, pour simplifier, en poudre explosive et poudre qui produit l'effet militaire, et la poudre propulsive. Un obus de 155, c'est 40 kilos. La charge explosive, c'est 10 kilos, pour faire simple. Il y a plusieurs modules, du reste, on les emboîte en fonction de la distance. Enfin, je peux rentrer dans les détails. Donc, les outils de production, les matières premières, les approvisionnements, qui eux-mêmes supposent des usines qui ne sont pas les mêmes que celles qui assemblent. Et puis, troisièmement, le plus important, c'est le financement. Il n'y aura pas de production d'obus s'il n'y a pas de contrat. C'est comme ça qu'il faut raisonner. Donc là, l'avantage énorme de cette disposition, ce projet Borel-Breton, c'est véritablement de mettre sur la table de l'argent. C'est la première fois que la Commission met de suite de l'argent pour acheter des équipements et des munitions militaires. Jusqu'à présent, même dans le Fonds européen de défense qui concerne la recherche, elle se contente d'inciter les États européens à se joindre. Et il y a aussi, par ailleurs, on ne va pas rentrer dans les détails, mais un projet de règlement qui est en cours d'examen devant le Parlement européen, qui s'appelle les DIRPA, et qui est dans une autre logique, qui est toujours une logique d'incitative. Si les États membres achètent en commun, on va leur donner de l'argent. Là, on achète directement. On rembourse directement. Nicolas Gros-Verheyde, on a entendu Frédéric Moreau dire que finalement le processus, c'est un petit peu la même chose que ce qui s'est fait avec les vaccins. Est-ce qu'on peut comparer les deux ? Est-ce que les vaccins, on se souvient, si on est passé par des achats groupés, c'était pour permettre justement à certains États d'être fournis en vaccins, des États qui n'avaient pas forcément d'usine de fabrication de vaccins. Est-ce que c'est la même chose avec les obus ? C'est la même chose sur la technique, je dirais presque commerciale. C'est-à-dire que vous groupez la demande, donc vous avez un effet de masse, et surtout que vous avez, dans la plupart des pays, n'ont pas la technique d'achat, n'ont pas de service, on peut dire d'achat dimensionné pour acheter des choses aussi précises que des obus par rapport à des entreprises. Donc, et surtout, vous accélérez les délais. Mais on ne peut pas comparer ça avec les vaccins. Je pense que ceux qui comparent ça avec les vaccins font une erreur fondamentale, parce qu'on oublie que ce contrat, c'est pas un contrat. C'est un signal politique très clair à la Russie, que les Européens sont tous ensemble derrière, sont prêts à mettre de l'argent, des milliards d'euros, et s'il faut, ils en remettront. C'est ça le signal. Et fourniront ce qui est nécessaire à l'Ukraine pour vaincre la Russie. Il faut comprendre que c'est un tabou qui saute quand même aujourd'hui. C'est une étape. On parle en effet de munitions, mais c'est un vrai tabou qui saute dans la construction européenne, qui est quand même un projet de paix avant tout. Alors même sur le budget qui est dégagé, on peut se poser des questions. Et même dans cet instrument-là, il n'avait pas été prévu pour ça. Donc c'est pour ça qu'en comparant au vaccin, oui, dans la mécanique,
Oui, mais on ne peut pas comparer ça au vaccin. Ceux qui font ça font une erreur fondamentale. Parce qu'on est là dans un acte politique majeur qui est qu'en gros, les Européens soutiennent politiquement l'Ukraine, mais se mettent aux côtés de l'Ukraine pour fournir tout ce qu'elle aura, y compris parce que l'accord ne contient pas que les obus. Il contient également les missiles solaires, c'est-à-dire la défense aérienne. Et a priori, il contiendra tout ce qu'il faudra contenir en termes... En fonction des nécessités, oui. Parlons peut-être de ce premier pas, Olivier, vers une défense européenne, parce que c'est ça qui est en question aujourd'hui. La défense européenne, on en parle depuis longtemps, mais on a l'impression que là, ça se concrétise quand même un petit peu. Nicolas Gros le disait, c'est un acte politique majeur. Effectivement, on a l'impression que c'est un premier pas vers ces achats en commun, c'est un premier pas vers une armée européenne. Et c'est un petit peu ce que pensait le ministre des Affaires étrangères italien, Antonio Tajani, qui a aussi été, on le rappelle, commissaire européen à l'industrie. On l'écoute. Barnier et moi, nous avions essayé d'avoir une bonne politique industrielle européenne dans les domaines de la défense, parce qu'on a essayé de commencer dans ce domaine. Mais ça ne suffit pas seulement l'industrie de la défense, il faut avoir aussi une armée européenne pour s'engager dans différents domaines, aussi pour défendre la frontière européenne. Donc vous avez vu maintenant ce qu'il faut faire. Il faut avoir l'OTAN, et même une Europe plus forte au niveau militaire, ce sera une Europe plus forte au sein de l'OTAN. Donc voilà pourquoi il faut aller de l'avant. Pour nous, c'est une priorité. Frédéric Moreau, vous êtes d'accord avec cette analyse? On va avec ce premier pas vers une armée européenne? Non, je suis pas d'accord. C'est un premier pas, il est très important, c'est un tabou, c'est un signal fort politique, comme l'a dit Nicolas, mais c'est pas suffisant. Très très brièvement, la défense européenne, qui n'existe pas, si elle existait, ça serait quoi? Ça serait la défense de l'Europe, par l'Europe, pour l'Europe. Que faudrait-il pour qu'elle existe? Eh bien, les conditions ont été énoncées il y a très longtemps à Saint-Malo, c'est ce que j'appelle l'équation de Saint-Malo. Il faut une capacité autonome d'action qui comprenne des moyens militaires, c'est-à-dire les forces, et l'industrie de la défense qui permettent d'équiper les forces. Ça, c'est la capacité autonome d'action. Les moyens de décider de son emploi, c'est-à-dire ce qu'on appelle, entre spécialistes, l'aptitude à décider. Et puis, enfin, la volonté politique. Cette équation prend la forme d'une multiplication. Volonté politique, que multiplie aptitude à décider, que multiplie capacité autonome d'action. Ça explique pourquoi il n'y a pas eu de défense européenne depuis 20 ans, parce que ça fait 24 ans depuis Saint-Malo et le traité, tous les différents traités, y compris le traité de Lisbonne, qu'on se focalise sur la capacité. Mais la capacité n'est rien s'il n'y a pas l'aptitude à décider. Et l'aptitude à décider ne sera pas réunie à 27, parce que 27 États membres ne veulent pas nécessairement d'une défense européenne. Donc, la complexité de cette équation, et à la fois sa simplicité, c'est qu'il faut absolument réunir les trois éléments en même temps. Si l'un des termes de l'équation est égal à 0, l'ensemble du produit est égal à 0. Waouh, vous aviez une question? Oui, mais par rapport à la volonté politique et à la construction d'une défense européenne, moi je me pose essentiellement la question de cette décision qui me paraît aussi peut-être plus commerciale que politique. Vous avez parlé d'une décision politique, mais est-ce que ce n'est pas aussi pour soutenir l'industrie européenne des armements face à l'industrie américaine dans ce conflit qui demande de toutes les façons de fabriquer de nouvelles armes, d'en vendre, et donc voilà, de réunir un peu les énergies européennes autour de ça. Tout achat de défense, c'est un acte commercial et c'est un acte politique. L'un est inséparable de l'autre. Ce qu'ont fait les Européens depuis le début, ils n'ont mis sur la table que de l'argent pour acheter n'importe où, parce qu'il fallait faire dans l'urgence. Donc là, effectivement, le premier pas, il est dans l'espèce de naissance d'une politique industrielle commune, on va dire. C'est plutôt dans cet aspect-là qu'il y a un premier pas, effectivement. Et effectivement, le but est aussi stratégique, parce que si vous n'avez pas demain d'industrie de défense, comment vous voulez défendre un pays attaqué si vous devez dépendre d'une industrie extérieure qui en plus elle-même est sous tension, parce que ça fait partie de l'autonomisation de... Oui, et même de la question particulière. Là, on rejoint la question des vaccins comme toute chose qui est rare, mais les Américains ont des problèmes. Et s'ils ont un problème ailleurs, je peux vous assurer que les Américains ne fourniront pas les Européens, parce qu'ils fourniront d'abord sur leurs problèmes à eux, ailleurs, dans un autre pays. Donc, si tout le monde est sous tension, que les Européens n'arrivent même pas, parce que, en fait, là, on est sur une question européenne. La guerre en Ukraine, c'est le territoire européen. Entre guillemets, c'est pas, entre guillemets, aux Américains de fournir l'Ukraine, en termes de logique. Si ça se passe en Chine, oui, là, les Américains se chargeront de la chose. Mais donc, c'est là aux Européens, entre guillemets, donc effectivement, oui, il y a des relents
très économique, et après tout, mais on est en même temps sur l'argent européen, donc pourquoi un euro européen irait nourrir une industrie extérieure européenne? Et aujourd'hui, le commissaire Breton fait la tournée des usines pour identifier des popotes, oui, pour identifier les goulots d'étranglement. Qu'est-ce que ça pourrait être, ces goulots d'étranglement, Frédéric Moreau? Alors, les goulots d'étranglement, ils sont évidemment à plusieurs niveaux. Commencer par la main-d'œuvre. La main-d'œuvre de production, on voit que les Tchèques ont fait venir des ouvriers ukrainiens pour les aider dans les usines. Mais c'est pas toujours facile de trouver du personnel pour fabriquer les armes, en clair. Il faut d'abord le personnel, il faut les installations. Les installations sont très compliquées. Si vous allez à Bourges et vous visitez les usines de Nexter, vous verrez les casemates pour assurer la muratisation, c'est-à-dire le fait que on fabrique de façon tout à fait saine, sécurisée, merci, les munitions. Il faut ces usines d'assemblage. Donc le premier goulet d'étranglement, c'est la chaîne de production. Ça me rappelle que quand on a exactement les mêmes problèmes auxquels nos glorieux aînés ont été confrontés en 1914. Quand la Grande Guerre a été déclarée, les Français n'avaient pas suffisamment de munitions. Ils ont créé ce qui est devenu plus tard l'arsenal de Roanne. Les munitions, un enjeu stratégique, on le comprend. On comprend aussi dans vos interventions, messieurs, que c'est une étape historique quand même dans la construction de cette Europe-là. On pourrait aussi discuter de l'usage qui va être fait de ces obus. A priori, c'est seulement sur le sol ukrainien. C'est pas des obus qui sont a priori destinés, si je ne me trompe, à attaquer ailleurs. Ce sont des obus qui vont servir à la défense. Il y a quand même une conditionnalité. Peut-être juste un mot pour terminer là-dessus. À ma connaissance, non. Des obus, une fois qu'ils sont donnés à l'Ukraine en fait ce qu'elle veut. Et c'est normal. On n'a pas de contrôle là-dessus. Il n'y a pas de contrôle là-dessus. Merci beaucoup, Frédéric Moreau. Merci, Nicolas Groverheide, d'être venu ce soir. Merci à vous également, Olivier Henrion, et à vous tous de nous suivre dans Déclic chaque soir.